Bonjour, bienvenue à It Heals with Us podcast, un podcast où on parle de santé mentale. Donc aujourd'hui, on a une invitée sur le nom de Jessica. C'est une intervenante psychosociale qui est ici avec nous, fait qu'on va apprendre un petit peu à découvrir son univers en lien avec son métier, puis également la clientèle avec laquelle elle travaille. Donc bonjour Jessica. Bonjour. Donc bienvenue sur le podcast. Donc pour commencer, on a une activité brise-glace avec laquelle on va pouvoir commencer. Fait que le but, ce serait que tu te présentes, mais avec quelque chose qui te définit réellement. Fait que je ne devrais pas nommer ton nom, ton âge, ton métier, ta date de naissance. Fait que c'est vraiment quelque chose qui te définit en tant qu'être humain. Tu dirais que ce serait quoi? Je dirais environnement, parce que je suis une personne qui est très impliquée, au courant de sa vie dans plusieurs projets, donc j'ai Mhm, souvent affecté mon environnement mhm, de manière positive, mhm. j'espère. Et puis aussi mon environnement m'a affectée au travers, des années, heu, pour le mieux et pour le pire, mais je crois que l'environnement, c'est quelque chose qui est un facteur important dans ma vie. Ben, si on revient un petit peu sur ton parcours en tant qu'intervenante psychosociale, tu dirais que, en fait, c'est quoi une intervenante psychosociale, mettons, pour ceux qui ne savent pas? Comment tu décrirais ton métier? Donc c'est assez large, internaute psychosocial. Première chose, je dirais, c'est on est là pour offrir de l'écoute active. Mhm, Donc c'est d'écouter les gens, mais mhm, c'est aussi de leur permettre de se vider aussi de toutes leurs, préoccupations. mhm, Mais aussi, ça peut être pour partager des bonnes nouvelles des fois. mhm, «Ah, j'ai reçu tel emploi, mhm, j'ai été acceptée dans un programme» mhm, et cetera. Ça va être aussi de faire, du référencement. mhm, Donc, par exemple, moi, je travaille dans le communautaire. On mhm, n'a pas nécessairement tous les outils possibles, à offrir, aux gens qu'on accueille. mhm, Donc, on va peut-être des fois aller les référer vers le réseau ou vers d'autres organismes. mhm, Ça peut être pour différentes raisons. Puis aussi, un intervenant psychosocial, ça va préparer un plan d'intervention lorsqu'il y a des suivis. Donc c'est pas partout que les suivis sont obligatoires, mais quand il y a un suivi, ça nous permet, de mettre en place certains moyens pour réaliser des objectifs qui ont été ciblés. mhm, Donc selon les besoins de la personne. On travaille vraiment au rythme de la personne. Donc c'est vraiment très dans les relations interpersonnelles, mhm, la création du lien aussi, parce que ça semble simple des fois de discuter, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise de s'ouvrir comme un grand livre. mhm, Des fois, c'est l'inverse. Donc il faut être prêt à accueillir toute cette histoire, toutes ces émotions de la mhm. personne et aussi, d'être présent, de les soutenir. On est comme un peu le filet social pour certaines personnes. En tout cas, on en fait partie du moins. Mhm. En tout cas, ça a l'air très beau ce que tu dis, puis je pense que ça demande quand même certaines habiletés, puis certaines valeurs. Puis je dirais que déjà, premièrement, comment tu as su que tu voulais faire ce métier-là? C'était à peu près quoi ton parcours qui a fait que tu te rendes jusqu'à vouloir devenir intervenante? Donc depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé écouter les gens, d'être présent pour eux, Mhm, d'apprendre un peu à les connaître, savoir c'est quoi les facteurs qui impacté leur vie, mhm, les adversités, mais aussi les facteurs de protection qu'ils ont eu. Quand je parle de facteurs de protection, ça peut être des éléments qui les ont favorisés dans mhm, certains aspects de leur vie. mhm, Et l'adversité, c'est l'inverse, on pourrait dire, comme ça peut être la pauvreté, mhm, etc. Je suis pas là en train d'analyser nécessairement tout le temps tout le monde, mhm. Ouais. mais j'aime ça quand même les comprendre Mhm, pour, des fois mieux m'adapter aussi parce que c'est important de se rappeler que c'est pas tout le monde qui vient du même point dans la vie mhm, et des fois, il faut être un peu plus indulgente, par exemple, avec certaines personnes pour certaines choses. Donc, j'ai toujours eu un peu ce côté, d'écoute en mhm, moi, je crois. Puis en vieillissant ensuite, je suis allée au cégep en mhm, sciences humaines. mhm, À la base, je voulais faire un autre métier, tout à fait, je vais être avocate, mhm, mais finalement, plein de choses se sont arrivées, puis j'ai mhm, décidé de m'orienter plutôt vers, la neuroscience cognitive en psychologie. mhm. C'était un peu sur un coup de tête, honnêtement. OK. C'était comme un mois avant Mhm. l'admission. J'avais Je t'ai dit, moi, je vais là, puis Ouais, j'essaie. exactement. OK. Parce que sinon, je m'en allais au barreau. Puis j'ai dit: «Tu sais quoi? Laisse faire, je vais aller là». Fait que voilà, j'ai été acceptée. Mhm, J'étais très contente, mhm, évidemment. Pourquoi la neuroscience et non la psychologie, tout simplement? mhm, C'est que j'adore la psychologie, mais je voulais aussi comprendre le cerveau, comment il fonctionne, mhm, qu'est-ce qui l'impacte. mhm, Aussi un peu plus,
peut-être m'orienter vers les troubles d'apprentissage, les troubles neurodégénératifs, Mhm. TDAH, Mhm. etc., l'impact des hormones Mhm. sur le corps. Mhm. J'irai pas trop là-dedans, mais Mhm. ce qui impacte le cerveau, comment le cerveau nous impacte dans la vie de tous les jours. Mhm. Et puis, après mon baccalauréat, j'ai décidé de faire un certificat, donc en santé publique, en Mhm. prévention et promotion. Mhm. Et puis, pourquoi j'ai fait ça? C'est que c'était pour mieux comprendre le système de santé québécois, Mhm. comprendre le réseau, Mhm. plus parce que en ce moment, je travaille dans le communautaire, donc je voulais parfaire mes connaissances par rapport au réseau pour mieux orienter la clientèle que j'aide au quotidien. OK. Donc je crois que c'est un peu un mélange, Mhm. de ma personnalité, mais aussi peut-être des choses que j'ai vécues dans ma vie qui m'ont menée à Ah, faire ces choix-là. fait que tu dirais que le hasard, en fait, t'a fait du bien, en fait, parce que Oui. au final, t'étais allé là, tu savais pas que t'allais aimer ça et au final, est-ce que t'as vraiment aimé ce choix de carrière que t'as fait, ces choix que t'as fait académiques? Tout à fait, je regrette Mhm. absolument pas, c'est vraiment ça m'a ouvert plein de portes. Ça Mhm. m'a permis, je veux dire, de comprendre beaucoup de choses, Mhm. de mettre des mots sur certains phénomènes aussi, Mhm. autant autour de moi que les gens que je côtoie au quotidien, autant que ça soit au travail, que ça Mhm. soit, à l'université ou dans des écoles, que je travaille parfois, que ça soit mon bénévolat, parce que je suis très impliquée aussi dans ma Effectivement. communauté. Mhm. Dans plusieurs projets au fil du temps, Mhm. autant dans la communauté de mon université, mais Mhm. aussi de même mon quartier là, donc j'aime Mhm. ça beaucoup aider, donner au prochain. Je crois que c'est quelque chose d'important pour moi, puis d'avoir, aussi cette un peu cette idée de changer le monde, Ouais. pas que de quand même vraiment Mhm. dans ma tête. OK. Essayer d'apporter mon petit grain de sel pour, faciliter au moins la vie de certaines personnes. Mhm. Je crois que c'est bien. OK, puis tantôt tu parlais de comme, tu sais, commencé avec le fait que, tu sais, environnement, puis je pense que ça rejoint aussi ça, puis tu sais, le fait que, tu sais, t'es capable de donner aux autres dans ton environnement, puis qu'ils sont capables de te redonner, tu sais, comme on en a parlé. Ouais, Ouais, exactement, parfait. ça tout s'explique finalement. Tout se rejoint, fait que Exact. la vie t'a bien souri, si on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait, je suis très reconnaissante. Parfait. Puis Mmh. tu dirais que, admettons, c'est quoi les valeurs qu'il faut avoir pour devenir intervenant? Tu sais, mettons, quelqu'un c'est quoi les qualités qu'un intervenant doit porter en lui, mettons? Je dirais de la patience, Mhm. parce qu'il faut accueillir beaucoup de vécus Mhm. quand même. Puis des fois, la manière dont c'est délivré, c'est pas toujours la manière la plus, adaptée, par Mhm. exemple. Notamment, il y a des fois des gens qui vont nous parler avec beaucoup de colère, Mhm. mais il faut comprendre que cette colère-là, elle vient de ailleurs. Des fois, là, il faut pas le prendre personnel aussi. Puis aussi la patience dans le sens que on peut se sentir parfois impuissante comme Mhm. intervenante parce Mhm. qu'on aimerait pouvoir apporter un peu la solution miracle à Mhm. certains problèmes. Je Mhm. pense des fois à des femmes qui vivent, de la violence conjugale puis, Mhm. qui voudraient juste pouvoir retourner chez elles, vivre une vie paisible ou des gens qui me disent qu'ils n'ont plus de raison de vivre, parce que des Ouais. fois j'en vois là, des gens Mhm. qui sont suicidaires, Mhm. qui aimeraient juste avoir une raison spécifique. Mhm. Des fois, j'aimerais ça pouvoir juste leur donner leur remède miracle. Mhm. Mais non, donc ça malheureusement, la vie, on sait que c'est pas aussi simple que ça. Mhm. Donc ça prend de la patience, travailler avec la personne, Mhm. de l'écoute aussi. Mhm. Être une autre valeur, serait la justice, je Mhm. crois. Mhm. Permettre, aux gens d'avoir accès à des services. Mhm. Parce que souvent, c'est un peu l'ironie, là, je pense, Mhm. de notre société, c'est que les gens qui ont le plus besoin Mhm. de nos de services, Mhm. d'accès à la santé, c'est Ouais. ceux qui ont plus de difficultés à les avoir. Mhm. On le sait, dans le réseau de la santé publique, les heures d'attente sont tellement longues, Mhm. pour, voir un professionnel comme un psychologue, un Mhm. psychiatre, travailleur social, Mhm. ergothérapeute, Mhm. etc. Ça peut prendre des mois et des mois. Mhm. Donc, on va dire que la classe moyenne va peut-être des fois plus s'orienter vers le privé Mhm. quand elle y arrive. Mhm. Mais, les gens que par exemple avec qui je travaille, qui sont plus des gens qui vivent de la précarité ou, qui sont marginalisés, Mhm. qui sont juridiciés aussi. C'est des gens qui ont pas nécessairement les mêmes, ressources pour, avoir accès à des bons soins de santé. Mhm. Donc, veut pas, on sait que quand tu interviens plus tôt pour un problème, ça aide Mhm. vraiment mieux. Donc, ces gens-là qui reçoivent pas les soins de santé tôt, mais ça fait juste pas les aider finalement, là, ça aggrave leur Ça problème. en boucle. Mhm.
Donc c'est vraiment, beaucoup d'injustices là OK. qu'on est témoin. Donc je dirais la justice sociale, dans le sens qu'on a l'impression d'aider un peu Mmh. à pallier tout ça. OK. Puis tu sais, tu as parlé de tu sais que tu travailles avec des femmes qui sont atteintes des fois de violences conjugales, puis avec une clientèle qui est quand même assez vulnérable, si je comprends bien. Puis, tu sais, ben, déjà, décris-moi un petit peu déjà c'est quoi toute la clientèle un petit peu avec laquelle tu travailles. Puis aussi, ce serait comme quoi les obstacles que ces personnes-là vivent, admettons, au quotidien, tu dirais? Donc ça fait plusieurs années que je suis intervenante psychosociale. En ce moment, ma clientèle avec qui je travaille, comme tu l'as nommé, c'est des Mhm, femmes qui sont vulnérables. mhm, Donc je travaille spécifiquement avec, toute personne qui se s'identifie comme femme, mhm, surtout les jeunes. Donc c'est entre 18 et 30 ans. mhm, Ça peut être pour diverses raisons. mhm, Ça peut être pour, de l'itinérance chronique, ça peut mhm, être pour des enjeux de santé mentale, ça peut mhm, être pour la violence conjugale. mhm, Même si c'est pas nécessairement une maison en WC, ben, donc en violence conjugale mhm, spécialisée, parce que veut pas, la réalité fait en sorte que les maisons spécialisées sont des fois déjà toutes remplies, donc il y a mhm, plus de place pour ces femmes. Mais on veut pas non plus qu'elles restent dans leur milieu hyper mhm, dangereux, donc elles viennent dans les maisons d'hébergement d'urgence, par mhm, exemple. Puis aussi, j'ai des femmes, qui ont différents statuts, mhm, qui viennent d'arriver et qui ont perdu leur visa étudiant. mhm, Des fois, c'est des femmes qui viennent d'arriver ici dans l'espoir d'avoir une meilleure vie mhm, parce qu'ils ont été parrainés par leur conjoint, mais mhm, une fois arrivés au pays, leur conjoint est devenu aussi violent. mhm, Ça rejoint aussi un peu la violence conjugale, finalement. mhm, Puis, ça peut être des femmes aussi qui ont des problèmes de consommation. mhm, Ça peut être des femmes qui ont juste besoin d'un endroit pour se reposer. mhm, Parce que faut se rappeler que la violence, c'est pas de la violence conjugale seulement, mais il y a aussi la violence familiale. mhm. Il y a plusieurs types de raisons qui peuvent mener dans la rue. Honnêtement, ça OK. peut atteindre n'importe qui Mhm. entre nous. On est plus proche de la rue qu'on est Ouais. proche du 1% des Mhm, gens qui sont mhm. très Ouais, c'est ça, parce que des fois, on se dit que, tu sais, on est à l'abri puis que tout va bien, mais je vais voir avec toi, est-ce que comme il y a une histoire, admettons, tu sais, qui t'a marqué, admettons, tu sais, tu parlais du fait que des fois, on le sait pas qu'on va se retrouver dans cette situation-là, puis est-ce qu'il y a comme quelqu'un avec qui tu as travaillé, puis que, tu sais, cette personne-là, admettons, elle était dans un cas où est-ce que, tu sais, tout allait bien, puis ça a juste basculé du jour au lendemain, puis qu'elle s'est retrouvée à vivre certaines choses? Oui, tout à fait. Mhm, Donc j'avais déjà vu une jeune femme, mhm, qui avait, était venue au Canada mhm, comme, étudiante étrangère. Elle mhm, faisait ses études, elle était à l'université, tout allait bien. mhm, Après, malheureusement, mais elle était pas nécessairement préparée financièrement pour mhm, quitter cours, donc mhm, les factures se sont accumulées, elle n'a pas pu mhm, payer ses frais de scolarité. mhm, Après, elle ne pouvait plus payer son loyer, donc mhm, elle s'est ramassée dans la rue. mhm, Mais elle connaît personne au pays, donc elle a aucun filet social. mhm, Il y avait quand même déjà des tensions quand même avec la famille à son mhm, pays, donc ça aidait pas vraiment. Il y a aussi une certaine honte, des mhm, fois, qui est vécue par les gens qui vivent, de la précarité, mhm. surtout qui sont en situation d'itinérance parce qu'ils veulent pas, hem nécessairement comme que les gens les voient Oui, ils sont différemment, qu'ils les traitent comme différemment. ouais, Mhm, différemment finalement, mais avec la pitié là, c'est ça que je voulais dire mhm, aussi. Donc elle va pas nécessairement le dire. Puis elle a comme toute la charge mentale aussi, tout le mhm, stress de vouloir rendre fière sa famille. mhm, Donc je pense que ça m'a vraiment fait de la peine parce qu'elle est un peu comme, on va dire, son avenir devant elle. Elle était arrivée avec tellement de mhm. belles intentions, Oui. vouloir, aider, Mhm, faire tel projet. Elle a mhm, ses rêves, mhm, qu'ils ont encore, mhm, désespérés, mais c'est ça. Donc elle s'est ramassée dans la rue mhm, et veut pas, en étant dans la rue, c'est des conditions qui sont très difficiles, mhm, surtout l'hiver, donc ça fait en sorte que des fois, tu vas commencer à socialiser peut-être avec des gens dans des mhm. milieux que tu aurais pas nécessairement N'importe où. côtoyés Mhm, avant. Puis des fois, malheureusement, ça fait en sorte que tu es peut-être plus à risque de commencer à consommer. mhm, Donc c'est la personne que j'ai en tête, par exemple, elle a commencé à consommer, mhm. suite à À tout ce qu'elle vivait, puis son ouais, parcours. Mhm, exactement, à son, ouais, à ses situations d'itinérance. mhm. Donc elle a commencé à consommer, puis les problèmes se sont un peu enchaînés, là, ensuite. OK. Donc ça a C'est été ça. effet boule de neige, Ouais, c'est ça. négativement. Mais Mhm, heureusement, cette personne-là est allée chercher de l'aide pour OK. qu'elle s'en remette. Parfait. Puis,
Tu sais, tu parles aussi que vous travaillez avec une clientèle, des femmes qui sont atteintes, de violences conjugales. Puis, tu sais, tu dirais qu'admettons, c'est quoi, tu sais, les obstacles que ces femmes-là, en particulier cette clientèle-là, peuvent vivre, au quotidien, mettons? Tu sais, tu sais, est-ce que, comme tantôt on parlait, est-ce qu'il y a comme une histoire, admettons, tu sais, quelqu'un qui t'a partagé, puis que, tu sais, tu vu au fond que, tu sais, cette personne-là, elle vit quelque chose de gros, puis qu'il y a comme, un élément déclencheur qui a fait en sorte qu'elle se retrouve, tu sais, à venir auprès de vous, mettons? Oui, des fois, j'entends quand même souvent des femmes qui vivent, la violence conjugale, Mmh. qu'elles se sentent coupables Mmh. d'avoir resté. Mmh. Donc elles se disent que les gens ils vont croire que, genre, j'aimais ma situation, Mmh. que je l'ai méritée même. Je Mmh. l'entends souvent. C'est très important de dire que personne mérite de vivre de la violence. Mmh. En aucun cas, aucun type de violence. Mmh. Puis j'aimerais aussi préciser que là, en ce moment, on parle de femmes qui vivent la Mmh. violence conjugale parce Mmh. que en majorité, ce sont Oui. des femmes. Mmh. Mais il faut pas oublier qu'on a des hommes Oui. aussi qui vivent, malheureusement aussi de la violence conjugale. Mmh. OK, donc juste pour revenir à nos femmes, Mmh. c'est beaucoup de culpabilité, c'est Mmh. de la honte aussi, c'est de Mmh. la peur parce Mmh. que ces femmes-là sont prises dans un cycle de violence, Mmh. qu'on pourrait même pas imaginer là, Mmh. des fois. C'est leur vie est en jeu tout le temps, puis elles ont peur, mais elles ont aussi beaucoup d'affect, Mmh. mais comme des émotions Oui. là, Mmh. qui sont reliées. C'est pas aussi simple que ça. Mmh. Il faut savoir que la violence dans un couple ne s'installe pas du jour au lendemain non plus. Mmh. Ça vient, de manière quand même des fois subtile, c'est très progressif Mmh. aussi. Ça commence des fois seulement avec des j'ai seulement, Mmh. en grande, parenthèse là, avec des insultes, de la violence verbale surtout. Mmh. Après, ça vient avec des menaces, ça peut Mmh. venir aussi avec la violence physique, Mmh. évidemment, les coups. Mmh. Ça peut venir avec la violence économique, donc Mmh. contrôler les finances, Mmh. toujours vérifier c'est quoi qu'elle a gèle, par exemple, qu'est-ce qu'elle peut recevoir comme, monnaie, Mmh. et cetera. Ça peut être les violences, sexuelles aussi. Mmh. Donc c'est pas parce que tu es en couple avec une personne que tu es consentante, à avoir un acte sexuel H24 là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est pas comme ça fonctionne, on le sait. Puis aussi, il y a la violence aussi religieuse, donc des fois il y a des femmes qui se font pas respecter dans leur religion parce Mmh. que leurs maris sont: «Oh non, Mmh. c'est quoi tu fais? C'est n'importe quoi». Mmh. On peut respecter ses choix à elle. Donc il y a tout ça. C'est vraiment un cycle complexe parce que oui, il y a les violences que je vous ai parlé, mais il y a aussi, après tout ça, il y a le moment de réconciliation, Mmh. un peu une lune de miel, on va Mmh. dire, quand le conjoint, eh bien, il s'excuse, il va se mettre en position de victime Mmh. pour que justement la femme, elle, se sente mal. Mmh. Donc là, elle va être là, comme: «Je suis désolée d'avoir fait Oui. telle chose», alors Mmh. que même si c'était pas de sa faute, même Mmh. si peu importe, elle va se sentir que c'est elle qui est un peu le vilain, on va Ouais. dire, de l'histoire. Mmh. Et lui, il va s'excuser, il va peut-être devoir s'acheter des fleurs, Mmh. donner des cadeaux, Mmh. et cetera. Puis après, ça recommence. OK, fait que tu dirais que c'est comme un petit peu mais il y a un petit peu un cycle de manipulation, si je Tout peux à dire fait, ça? oui, ouais, manipulation. Hem, c'est difficile aussi pour la femme de voir ce qu'elle vit des fois. Mmh. Des fois, ça prend vraiment un événement majeur pour qu'elle Mmh. réalise Mmh. l'impact. Mais après aussi, c'est beau de réaliser que tu vis la violence conjugale, mais Mmh. après tu fais quoi? Parce que des fois, Mmh. ces femmes-là, leur filet social, c'est juste leur mari ou Mmh. des fois, elles ont des enfants avec lui, ils se disent: «Ah, mais pour les enfants, j'aurais peut-être resté avec lui». Mmh. Je sais même pas où aller finalement Mmh. aussi, qui pourrait m'aider. Mmh. Parce que des fois, ces maris-là n'ont pas l'air nécessairement violents. Mmh. Je veux dire, dans la vie de tous les jours avec, des gens dans le public, c'est un peu des gens qui sont très charismatiques, sympathiques. Ça paraît pas là qu'il bat sa femme là. Ouais, c'est ça. Mais tu dirais qu'admettons, à travers toute cette histoire-là, est-ce qu'il y a comme une histoire qui t'est restée en tête? Admettons, tu sais, quand on travaille des fois comme professionnel, on voit tellement plein de choses, puis plein de vécus. Puis par rapport à ces femmes-là, est-ce qu'il y a une histoire que tu te dis: «OK, ça t'a marqué, genre c'était gros»? En violence conjugale Oui. spécifiquement, Oui. oui, donc j'avais une femme qui était devant moi qui avait quitté, qui avait essayé à plusieurs reprises de quitter, mais c'était très difficile pour elle Mmh. mentalement de juste sortir de chez elle parce Mmh. qu'elle était vraiment habituée à être isolée par Mmh. son conjoint violent. Mmh. Donc pour elle, c'était un peu rendu sa norme, même si Mmh. elle savait que ça l'était Mmh. pas.
Elle s'était comme habituée un peu à ça, mais finalement, après plusieurs tentatives, elle avait réussi à sortir de chez elle, Mmh. saine et sauve. Puis, malheureusement, il y avait plus de place dans les Mmh. maisons de violence conjugale, Mmh. donc elle est venue à l'hébergement d'urgence, Mmh. puis elle expliquait que c'est son mari qui l'a parrainée au Canada. OK. Il faut savoir que lui, il avait quand même la possibilité de la ramener à son pays qui Mmh. était en situation, Mmh. quand même Difficile. difficile, là, sans aller dans les détails. Mmh. Donc pour elle, c'était comme elle pouvait pas accepter de retourner au pays, là. Elle OK. préférait vivre la violence que de retourner dans son pays. OK. Donc après quelques jours dans la maison d'hébergement, elle a Mmh. décidé de retourner dans son milieu, avec son mari, Mmh. en sachant que sûrement Mmh. elle allait revivre ces violences-là parce qu'elle voulait pas retourner dans son pays. OK. Parce que la vie avec lui était quand même mieux que la vie qui était offerte chez elle, Mmh. selon ses propos, là. Donc ça m'a vraiment touchée parce qu'elle était jeune, elle Mmh. avait aussi ses projets qu'elle disait quand Mmh. elle pensait venir ici, elle avait plein d'espoir. Mmh. Puis il faut savoir que cette femme-là était avec son mari dans son pays, puis il était pas comme ça, non, Mmh. là-bas. Fait que donc c'est vraiment un changement de personnalité. Attribué à quoi? Je ne pourrais pas dire là, mais c'est ça donc ça m'a vraiment brisé le cœur parce que cette femme-là ne mérite pas ce qu'elle vit Mmh. donc ouais. Puis tu dirais que, tu sais, ça a l'air quand même lourd ce que tu dis, puis c'est bien que justement on en parle aujourd'hui parce que ça permet de voir comme une autre réalité, tu sais, de ce qu'on sait pas d'habitude des gens qui traversent tout ça. Et tu disais que, admettons, c'est quoi les préjugés qu'on entend souvent sur ces personnes-là, puis que, tu sais, aujourd'hui, t'aimerais comme briser, mettons, que, tu sais, il faudrait que ça change. Que c'est facile de Mhm. sortir de la violence conjugale. Mhm. Tu as juste à quitter, puis après tes problèmes sont terminés. Mhm. C'est tout à fait faux parce que Mhm. comme je l'ai répété, je pense à plusieurs reprises Mhm. durant notre conversation, Mhm. souvent il manque de ressources. Mhm. Donc, je parle simplement des maisons en violence conjugale. Donc, c'est des maisons qui les adressent aux confidentiels, qui ont des suivis Mhm. spécifiques pour aider les femmes qui ont vécu ça. Mhm. Malheureusement, les ressources sont pleines. Mhm. OK? On va pas se le cacher. Mhm. On le sait, c'est un problème. Mhm. Donc, oui, vous pouvez lui dire de quitter, mais après, pour quitter pour aller où? C'est Quitter ça. pour aller dans la rue, Mhm. c'est encore une autre problématique. Mhm. C'est que veut pas, ça va, comme je l'avais dit un peu tantôt, ça peut emmener des problèmes de santé mentale, ça peut Mhm. emmener aussi une certaine précarité parce qu'une Mhm. femme dans la rue, c'est quand même dangereux, hein, je veux Mhm. dire, surtout la nuit. Mhm. On va pas se le cacher non plus. Ça peut être des enjeux sociaux, enjeux de consommation, ça peut être exagérable, plusieurs choses là, qui Mhm. peuvent arriver en Mhm. vivant de la situation d'itinérance. Mhm. Mais aussi, il y a tout le côté émotionnel de la chose. Mhm. Parce que ces femmes-là, des fois, quand elles regardent leur mari, elles voient leur mari qui est, comment il était quand il était dans sa phase Chanter. quand Mhm. ça allait bien. Je veux dire, ça n'a pas toujours été que du noir dans la vie, là, c'est Mhm. pas et blanc, c'est pas comme ça Mhm. fonctionne, là. Ouais. Puis Donc en général, l'humain va souvent regarder le côté oui, idéal un petit s'attacher à peu. ça un Et peu, à cette image du mhm. passé, Mhm. à ce désir que ça fonctionne aussi. Mhm. Hem, puis aussi des fois, souvent ces femmes-là, comme je l'ai dit, elles sont isolées. Mhm. Donc elles ont des fois perdu contact avec tous leurs amis, Mhm. ont perdu contact avec, leur famille même. Donc c'est comme recommencer à zéro Mhm. avec enfin l'outil, aucun support, des fois, Mhm. aucune ressource, Mhm. sans savoir par où commencer. Puis aussi avec une estime de soi qui est souvent brisée parce Mhm. que dans ce cycle de violence Oui. conjugale, puis dans toutes les menaces, possibles et les violences, ça affecte veut pas quand même Mhm. l'estime de soi. Mhm. Donc ouais, je pense que ce serait ce ça que je voudrais que les gens comprennent que c'est vraiment pas facile de sortir de la violence conjugale. Mhm. Mais c'est possible, évidemment, OK. quand Bien même. sûr. Puis, tu dirais que, admettons, qu'est-ce que tu pourrais comme passer, admettons, comme message pour quelqu'un qui en ce moment, tu sais, vit cette situation-là, puis, tu sais, n'a peut-être pas les ressources nécessaires, puis tu sais, sait pas comment comme traverser ça? Tu sais, c'est quoi, admettons, que tu pourrais dire à quelqu'un qui vit ça pour ou même quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vit ça? Donc 1re chose, je dirais, c'est je devrais regarder la personne dans les yeux et lui dire qu'elle ne mérite pas ça, Mhm. que c'est pas de sa faute et que je suis vraiment désolée Mhm. qu'elle ait enduré pendant tel temps toutes ces Mhm. atrocités.
Puis je lui dirais que de contacter SOS Violence Conjugale. Donc, si elle va sur leur site, il y a aussi même une option qu'elle a juste à cliquer puis ça efface l'historique si jamais le conjoint fouille l'historique ou quoi que ce soit. Puis en les appelant, eux, ils vont pouvoir l'aider à trouver un hébergement parce que de faire des appels dans des hébergements, juste ça, c'est une charge mentale supplémentaire à la femme qu'on ne veut pas lui rajouter. Ouais. Aussi, il y a des organismes comme CAVAC. CAVAC, pour faire court, ça aide toutes les personnes qui ont été victimes d'actes criminels, dont la violence conjugale. Donc, ça n'a pas besoin de faire nécessairement comme de plainte envers la police pour avoir accès à CAVAC, mais juste de les contacter, puis vous pouvez avoir un autre type de suivi également. Et aussi IVAC, à pas confondre avec CAVAC. IVAC, c'est tout ce qui est indemnisation. Donc, ces gens-là, ils peuvent vous aider à payer un hôtel, par exemple, pour 2 jours, juste le temps de vous trouver un autre hébergement pour pas vous laisser dans la rue, juste pour vous sortir du milieu qui est violent. Donc, c'est ça. Je dirais, il y a plusieurs ressources. Il y a des gens, si vous avez des gens autour de vous, essayez de leur en parler. Et si vous êtes témoin de cette situation-là, je peux comprendre que vous pouvez vous sentir impuissante, mais juste votre présence, ça peut faire la grande différence. D'être une oreille pour cette personne-là, d'essayer de l'écouter, d'être présente, même si c'est pas facile. Puis, ouais, en gros, c'est ce que je dirais. Ah, c'est cool que tu partages ces ressources-là, puis peut-être que les gens qui verront ça, ça pourrait peut-être les accompagner. Mais je dirais, au niveau des personnes, admettons, qui ne vivent pas ça, mais qui ont quelqu'un qui vit ça, admettons, est-ce qu'il y a comme des signes ou des trucs qui peuvent nous aider à comme détecter, admettons, que quelqu'un vit quelque chose de ce genre ou quelque chose de difficile? Parce que des fois, ça peut être honteux pour la personne, fait qu'il va essayer de le garder pour lui. Mais est-ce qu'il y a comme, des signes ou avant-coureurs qu'on pourrait se dire, OK, peut-être ça pourrait peut-être nous alarmer ou quoi que ce soit pour en savoir plus, mettons? Oui et non, dans le OK. sens que, justement, si la victime vit beaucoup de honte puis qu'elle veut protéger son mari, elle va quand même peut-être faire de son possible pour pas que ça apparaisse. Mais après, si c'est quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez bien puis vous voyez un changement brut de son comportement, c'est que souvent, il se passe quelque chose. C'est pas nécessairement la violence conjugale, ça peut être la dépression, ça peut être juste un stress vécu quelconque. Mais des fois, juste poser des questions, de voir un peu comme la manière la personne réagit, pourquoi elle soit défensive quand tu poses une question sur son mari, alors qu'avant, elle aurait pas réagi ainsi. Aussi, regarder un peu des fois si la personne semble blessée. Après, bon, souvent, ça va être caché, peut-être du maquillage, ça va être sous les vêtements. Donc, de voir aussi que la personne change ses comportements, pas nécessairement juste de sa manière d'être, mais aussi dans ses habitudes de vie. Donc, quelqu'un qui venait tout le temps à telle activité ne vient plus, alors que c'était quelque chose de super important pour elle, on va dire. Elle adorait le yoga, un exemple. Elle y allait tout le temps, elle en parlait. Bref, c'était un hobby pour elle, puis maintenant, c'est terminé. Du jour au lendemain, sans explication. Ça peut être c'est très subtil pour de vrai, là. C'est difficile à le savoir. Des fois, quand on a la chance que la personne nous fasse confiance pour nous le dire, faut vraiment l'écouter, être présent pour elle. L'aider. Parce que des fois aussi, de pas mettre la pression nécessairement trop, dans le sens que de dire: «Ah, vas-y, on va voir la police tout de suite», puis que la personne, si elle veut pas, n'est pas prête, on voudrait pas non plus qu'elle se braque tout de suite, là, puis qu'elle retourne dans cette situation. OK, ouais. Donc, ça peut venir nous chercher aussi, là, Ouais, puis je OK. comprends qu'on a juste envie que cette personne soit emprisonnée, puis c'est aussi simple que ça. Mais même quand la police est impliquée, ça, c'est un autre processus qui est assez complexe, là, et long. OK. Non, je comprends. Puis, tu sais, comment, admettons, est-ce que c'est déjà arrivé déjà une situation où est-ce que, admettons, il y a quelqu'un qui est venu, tu sais, tu dit qu'admettons, lorsque tu travailles, il y a quelqu'un qui est venu te voir, puis, tu sais, cette personne-là vivait vraiment comme plein d'émotions, puis c'était lourd, puis comme, tu sais, tu l'as ressenti à travers lui que, tu sais, sa santé mentale était affectée, puis il y avait juste besoin de quelqu'un pour lui. C'est comme, t'as-tu déjà vécu une anecdote comme ça? Oui, je te dirais, c'est mon quotidien, là, pour de OK. vrai, d'être là, puis d'accueillir ce que la personne a vécu, d'être présente pour elle.
que ça soit autant pour la violence conjugale, mais aussi pour des enjeux de santé mentale, ça peut être pour des enjeux de consommation, ça peut être juste un trop plein de tout, finalement. L'impression de pas en faire assez, d'en faire tout mal, l'impression que personne nous aime. Ça peut aller dans tellement de sujets, là, honnêtement. Mais des fois, c'est ça. On appelle ça ventiler, là, des fois. Donc, ces femmes, elles viennent ventiler un peu sur leur situation. Puis, on n'est pas là pour nécessairement apporter une solution. Ça, c'est important aussi, là, parce que des fois, les femmes veulent juste qu'on les écoute parce qu'elles ont personne de confiance ou juste tout simplement aucun filet social, là, des fois aussi, pour discuter de ça. Donc, on va les écouter. On va leur demander c'est quoi leurs besoins de manière un peu plus naturelle, là, évidemment. Puis, on va essayer de trouver aussi des moyens pour réduire, par exemple, son stress, réduire sa peine, juste pour le moment présent, parce qu'on essaie vraiment d'aller dans le moment présent, dans le concret, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant. C'est ça. Fait qu'on essaie de naviguer avec elle un peu dans tout ça. Puis parfois, on va la référer à des organismes qui peuvent l'aider. Ouais. Puis tu disais que en même temps tu parlais d'itinérance aussi beaucoup, que ces femmes-là justement manquent de logement ou quoi que ce soit, ou même d'autres personnes qui manquent de logement. Est-ce que tu dirais que le système de santé, que ce soit le système de santé ou le système québécois en fait, en ce moment, est-ce qu'on propose le meilleur pour ces personnes-là? Puis si c'est pas ce cas-là, ben, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Moi, c'est plus sur cet angle-là, genre, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Tu sais, ce serait, comme étant les démarches que, tu sais, on pourrait mettre en place. Non. Non, Mhm, le système n'est pas adapté et le meilleur pour personne, je pense. Puis encore moins pour les gens qui vivent une situation d'itinérance. Genre, après, c'est sûr que moi, personnellement, j'ai pas le plan exact pour sauver l'itinérance. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est pas juste en mettant non plus des logements qu'on va arrêter l'itinérance, là. C'est vraiment un problème qui est beaucoup plus complexe que ça. C'est une réalité, donc qu'il faut plusieurs ressources. Puis aussi, c'est multifactoriel, là. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est une grosse question que tu poses. Puis je crois que aussi, en ce moment, il y a des gens au niveau politique qui, j'ose espérer, qui se posent la question de mettre en place certaines interventions. Donc oui, c'est beau, les logements, on veut des logements plus abordables, évidemment, plus de logements subventionnés. Euh, mais aussi, on veut pas non effacer l'itinérance, dans le sens que enlever les campements, c'est pas la solution. Genre, enlever les campements, c'est comme enlever la maison d'une personne dans la rue. Donc, ou de les déplacer ailleurs. Ces gens-là, ils vont aller où? C'était plus comme pour avoir tu sais, ton point de vue au niveau des besoins, admettons que ça Des ressemble. besoins, mais c'est sûr qu'il faudrait subventionner plus de ressources, plus de visibilité aussi, plus de sensibilisation par rapport à ça. Ne pas fermer des cliniques non plus. Je suis pas allée trop dans le politique, mais ouais, je pense qu'il y a quand même beaucoup à faire, beaucoup de près sur la planche pour aider les gens qui vivent des situations comme la précarité, dont l'itinérance, mais aussi en général, je pense que on sait qu'en ce moment, ça va pas super bien non plus là pour les gens de tous les jours, mais ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'interventions qui peuvent être faites pour aider l'économie, aider tout le monde. Parfait. Ouais. Puis, tu sais, t'as parlé aussi des personnes, tu sais, j'imagine, admettons, qui sont en itinérance, puis des fois, ça peut pousser, des fois, la surconsommation. Fait que j'imagine que vous avez aussi ce type de clientèle-là, c'est bien ça? Tu me dis si je me Oui, trompe. donc il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre de l'itinérance, dont certaines personnes consomment. Et je veux pas non plus... ça doit être clair que une personne qui vit l'itinérance n'est pas nécessairement une personne qui consomme, Ouais. et vice-versa. C'est juste que ça arrive, comme il y a des gens qui sont dans leur maison en train de consommer. Et quand je parle de consommer, c'est pas nécessairement juste du crack, là, ça peut être de Oui, l'alcool, oui, bien du sûr. cannabis, plusieurs drogues. Donc, c'est ça. Tu sais, bon, si on a parlé d'itinérance, on a parlé, tu sais, qu'est-ce que tu dirais que
qui revient souvent comme schéma ou dynamique chez la clientèle avec laquelle tu travailles? Genre, est-ce qu'il y a des choses qui se répètent souvent ou des vécus ou des schémas qui reviennent souvent puis t'es comme et qui genre c'est souvent des fois des patterns qui se ressemblent? Donc c'est sûr que parfois je remarque qu'il y a certains patterns qui reviennent. Comme quoi? Donc par exemple, il y a les enjeux de consommation, donc une personne qui essaie d'arrêter de consommer telle drogue, puis, elle fait un sevrage, puis après elle rechute. Mais ça, c'est tout à fait normal parce que justement la rechute fait partie du processus. Donc c'est pas une défaite en soi. Au contraire, ça fait juste, c'est une autre étape, Ouais. finalement, du changement. Puis, une autre façon, on est dans la réduction des méfaits. Donc, l'abstinence n'est pas la seule manière non plus d'avoir une consommation qui est adéquate, en tout cas, à mes yeux. Puis, aussi, d'autres patterns qu'on voit, mais c'est la violence conjugale. Donc, une femme qui va essayer de euh, nous, nous montrer une perception de son mari un peu différente, qui va essayer de justifier ses actions, malgré toute la violence qu'elle a vécue, de banaliser aussi toutes les violences qu'elle a subies au travers du temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Des fois, c'est difficile aussi parce que, comme je t'ai dit tantôt, on se sent un peu impuissant. Puis ça nous blesse parce que des fois, c'est des femmes qu'on voit souvent. Donc, il y a quand même un lien qui se crée. Puis, on s'habitue, on n'a pas envie. On a envie que personne soit blessé, évidemment, mais plus on connaît la personne, plus ça nous impacte quand même, là. Veux pas. Un autre pattern qu'on voit des fois, c'est surtout des jeunes qui sortent de la DPJ. Ça, je l'ai pas encore nommé. Oui, c'est ça. Donc, la DPJ, c'est un endroit qui est très rigide, là, si je peux me permettre, où que il y a des intervenants là-bas qui dirigent un peu de A à Z ce que les jeunes font. Puis, une fois à 18 ans, ben, ils abandonnent. C'est pas qu'ils abandonnent, mais qu'ils les laissent à eux-mêmes. Ouais. C'est un peu comme un abandon parce que ces jeunes-là ont été habitués à être cadrés de manière quand même assez intensément pendant une bonne période. Ça dépend de chaque jeune, évidemment. Puis là, on les laisse comme ça, avec rien, aucun outil dans la vie de tous les jours. Ouais. Genre, ah, ok, t'as 18 ans, t'es un adulte, maintenant débrouille-toi. Alors que il y a plein de gens qui, à 18 ans, qui vivent chez leur famille encore, qui sont très jeunes, ils n'ont pas tous les outils, la maturité aussi, des fois, pour affronter tout seul. Puis on est des gens sociaux, les humains, donc on a besoin encore une fois du fameux filet social. Ouais. Donc, c'est tout à retenir. Le filet social ouais, est très important dans la vie. Mhm. Donc, ces gens-là, 18 ans, mais qui se ramassent sans rien, finalement, sans outils, à naviguer dans la vie seuls, vont se ramasser des fois en situation d'itinérance. Donc, c'est pas du jour au lendemain. Au début, ça commence, «Ah, est-ce que je peux aller dormir chez toi?» par exemple, chez tel ami. Puis avec le temps, mais c'est que ces amis-là, ils ont leur vie, des fois aussi, ils peuvent pas se permettre Est-ce que d'héberger t'as la une histoire personne. comme ça? Oui, ça arrive souvent quand même, là, des jeunes de la DPJ. Puis des fois aussi, mais ça vient avec d'autres enjeux, ça peut être un peu de troubles d'opposition. Ben, enfin, à l'âge adulte, c'est plus vraiment le trouble d'opposition, mais ça peut être plus des comportements d'opposition. Mais ouais, c'est le genre de pattern qu'on revoit. OK. C'est sûr que ça enlève jamais les différences individuelles de chacun, puis qu'il y a pas juste une seule recette à suivre. Mais ouais. Est-ce que comme tu pourrais nous raconter, admettons, une histoire d'un, tu sais, d'un jeune qui est sorti de la DPJ puis qui s'est retrouvé, admettons, dans votre centre, puis tu sais, c'était un petit peu quoi son pattern, ben, pour qu'il se rende jusque-là, mettons. Donc, c'est une femme qui avait parcours un peu vécu bon, elle a vécu la violence familiale dans son adolescence, elle s'est fait placer par la DPJ, donc dans l'espoir de lui offrir un endroit sain. Finalement, à 18 ans, elle a été mise dehors de ce système, sans aucun outil. Donc, au début, elle est allée voir les gens qu'elle connaissait, donc des amis,
ses amis l'ont essayé de l'aider du mieux qu'ils peuvent, mais souvent c'est des amis du même âge qui vivent encore chez leurs parents pour certains, puis d'autres qui ont pas non plus, les eux-mêmes les ressources pour s'aider, donc ils peuvent pas aider les autres non plus. Ouais. C'est beau d'aider, mais si toi-même tu es en train de galérer ta vie, malheureusement, tu seras pas vraiment plus efficace pour l'autre. Ça dépend là, mais si on fait bref. Puis, cette jeune femme-là s'est ramassée à fréquenter plusieurs hébergements, dont celui où je travaille, pour, avoir un toit, tout simplement, d'avoir de l'aide aussi, de retrouver, le contrôle aussi de sa vie. Non, je comprends. Puis, en fait, si on essaie de faire un petit peu une mini conclusion en mettant de, tu sais, tout ce qu'on a parlé, tu sais, on a parlé de beaucoup de choses, tu sais, d'itinérance, des femmes qui vivent des violences conjugales, des gens qui sont emmenés de la DPJ puis qui se retrouvent à vivre des situations difficiles au pas où ils se retrouvent dans votre centre et tout. Je pense qu'aujourd'hui, tu es venu ici pour partager ton histoire, partager ton métier, puis ce que tu vis. Puis si, admettons, il y avait un message que tu étais venu aujourd'hui un petit peu transmettre, aujourd'hui, tu as pris le temps de te dépasser puis de venir partager tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre aujourd'hui à travers tout ce que tu as pu nous dire? Oui, tout d'abord, j'aimerais te remercier de m'avoir, invitée ici pour partager mon expérience, puis de donner visibilité au milieu, à l'intervention générale. Donc, j'aimerais dire que l'intervention, c'est vraiment un beau travail, même s'il y a ses défis. J'aime vraiment ce que je fais dans la vie. Puis, j'espère que les gens, ils vont pas hésiter aussi à aller chercher de l'aide. Donc, je pense que tout humain, à un moment donné dans sa vie, aura besoin d'aide et de pas hésiter à aller prendre les ressources nécessaires. Admettons, ceux qui vivent plus dans la rue puis qui, des fois, ils vont demander de la nourriture ou de l'argent. Puis t'entends souvent beaucoup les gens avoir des préjugés ou des jugements comme, tu sais, moi aussi, je me lève puis je vais travailler, pourquoi moi je devrais lui donner mon argent ou des genres de choses. Qu'est-ce que tu dirais, admettons, à des personnes qui pensent comme ça, puis de ce que toi, tu connais, admettons, de la réalité des gens qui vivent ça, mettons? Je dirais c'est beaucoup d'ignorance de leur part. Hem, OK, oui, aller travailler, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités de toute façon. Comme je suis nommée à plusieurs reprises, il y a souvent des enjeux de santé mentale. Donc, un exemple, il y a des gens qui peuvent faire une dépression. Donc, dans la dépression, on sait que la motivation, des fois, c'est de juste se sortir de son lit, c'est comme une montagne. Après, oui, il y a des gens qui, c'est vrai, ils sont capables d'aller travailler, même s'ils sont déprimés. Mais ça, c'est les différences individuelles aussi. C'est pas tout le monde qui a le même. Je reviens encore à mon filet social, à quel point c'est important d'avoir des gens qu'on peut compter sur eux. Donc, c'est pas tout le monde qui a les mêmes ressources comme ça, les mêmes outils aussi. Il y a des gens qui viennent de milieux familial que c'était assez dysfonctionnel, qu'ils n'ont pas nécessairement eu la chance d'apprendre comment gérer certaines situations. Ils n'ont pas eu les mêmes outils, encore une fois, pour trouver un emploi, juste avoir la rigueur de se lever à chaque jour pour aller à tel endroit pour être énuméré. Puis aussi, ça, c'est peut-être un avis plus personnel, là, de mon milieu aussi peut-être, mais comme quêter, c'est comme une forme de travail pour ces gens-là. Je veux dire, ils sont là. Il y a plein de gens qui seraient pas capables de rester C'est ça. debout, à dire allô aux gens ou juste être là et à se faire ignorer toute la journée dans le métro, de se faire regarder comme si on était un dérangement. Les gens, ils ressentent, là. C'est des humains aussi, là. Je veux dire, le non-verbal dit beaucoup. Donc, c'est pas facile. Puis, en plus, ajoute des fois le manque de sommeil, les problèmes divers comme c'est ça, le manque de repos, etc. C'est pas facile. Puis, oui, il y a des aides, par exemple, comme l'aide sociale. Mais l'aide sociale, je sais pas, il y a un peu cette croyance magique que c'est un énorme chèque. Ouais. Non, c'est pas un énorme chèque. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à pouvoir se payer mon logement. Ou ils peuvent payer leur logement, mais après, ils sont incapables de pouvoir manger. Donc, il y a de l'insécurité alimentaire. Donc, je sais pas que c'est toutes les personnes qui sont sur l'aide sociale qui vivent nécessairement des problèmes là-dessus, là, mais certaines personnes. Il y en a qui sont dans des exceptions, pas exceptions, mais en tout cas, un petit groupe de personnes qui vivent ça. Puis, des fois aussi,
comme ça peut être n'importe qui. Des fois, Mhm. tu as ton travail à 100 000 par année, puis là, tu le perds pour X raisons, problème de jeu. Mhm. Là, tu te ramasses dans la rue, puis des fois, de se rebâtir, c'est tellement difficile. Je veux dire, tomber de haut, de tomber de n'importe où, ça Mhm. fait mal. Donc, c'est pas si simple que ça. Mhm. Et oui, la motivation, oui, ça se travaille et tout, mais c'est pas un processus qui se fait en claquant des doigts non plus. Mhm. Parce que, par exemple, même pour nous, par exemple, on va aller sur Indeed ou d'autres applications pour se trouver un emploi. Mhm. On sait à quel point c'est difficile, le marché du travail en ce moment, Mhm. de juste se trouver un poste Mhm. adéquat qui nous amène suffisamment d'argent. Mhm. Que, ouais. OK, puis, tu sais, bon, si on a parlé d'itinérance, on a parlé, tu sais, qu'est-ce que tu dirais qui revient souvent comme schéma ou dynamique, chez la clientèle avec laquelle tu travailles? Genre, est-ce qu'il y a des choses qui se répètent souvent ou des vécus ou des schémas qui reviennent souvent puis tu comme OK, genre, c'est souvent des fois peut-être des patterns qui se ressemblent? Donc, c'est sûr que parfois, je remarque qu'il y a certains patterns qui reviennent. Mhm. Comme quoi? Donc, par exemple, il y a les enjeux de consommation. Donc, une personne qui essaie d'arrêter de Mhm. consommer de la Mhm. drogue, puis elle fait un sevrage, puis après, Mhm. elle rechute. Mhm. Mais ça, c'est tout à fait normal parce Mhm. que, justement, la rechute fait Mhm. partie du processus. Mhm. Donc, c'est pas une défaite en soi. Mhm. Au contraire, ça fait juste, c'est juste une autre étape, Ouais. finalement, du changement. Puis, une autre façon, on est dans la réduction des méfaits, Mhm. que l'abstinence n'est pas la seule manière non plus d'avoir une consommation qui est adéquate, Mhm. en tout cas, à mes yeux. Puis, aussi, d'autres patterns qu'on voit, mais c'est la violence conjugale. Mhm. Donc, une femme qui va essayer de euh, nous, nous montrer une perception de son mari un peu différent, Mhm. qui va essayer de justifier ses Mhm. actions, Mhm. malgré toute la violence qu'elle a vécue, de banaliser aussi toutes les violences qu'elle a subies au Mhm. travers du temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Des fois, c'est difficile aussi parce que, comme je t'ai dit tantôt, on se sent un peu impuissante. Mhm. Puis ça nous blesse parce que des fois, c'est des femmes qu'on voit souvent. Mhm. Donc, il y a quand même un lien qui se crée. Mhm. Puis, on s'habitue, on n'a pas envie. On a envie que personne soit blessé, évidemment, mais plus on connaît la personne, plus ça nous impacte quand même, là. Mhm. Veut pas. Un autre pattern qu'on voit des fois, c'est surtout des jeunes qui sortent de la DPJ. Ça, Mhm. j'ai pas encore nommé. Oui, c'est ça. Donc, la DPJ, c'est un endroit qui est très rigide, là, si je peux me permettre, Mhm. où il y a des intervenants là-bas qui Mhm. dirigent un peu de A à Z ce que Mhm. les jeunes font. Puis, une fois à 18 ans, ben, ils abandonnent. C'est pas qu'ils abandonnent, mais Mhm. qu'ils les laissent à eux-mêmes. Ouais. C'est un peu comme un abandon parce Mhm. que ces jeunes-là ont été habitués à être Mhm. cadrés de manière quand même assez intensément Mhm. Mhm. pendant une bonne période. Mhm. Ça dépend de chaque jeune, évidemment. Puis là, on les laisse comme ça, avec rien, aucun outil, dans la vie de tous les jours. Ouais. Genre, ah, ok, t'as 18 Effectivement. ans, t'es un adulte, maintenant débrouille-toi. Mhm. Alors que il y a plein de gens qui, à 18 ans, qui vivent chez leur famille Mhm. encore, qui sont très jeunes, ils n'ont pas tous les outils, Mhm. la maturité aussi, des fois, pour affronter tout seul. Mhm. Puis on est des gens sociaux, les humains, donc Mhm. on a besoin encore une fois du fameux filet social. Ouais. Donc, c'est Non, quelque chose c'est à sûr que retenir. Le filet filet social est social, ouais. très important dans la vie. Mhm. Donc, ces gens-là, 18 ans, mais qui se ramassent sans rien, Mhm. finalement, sans outils, à naviguer dans la vie, seuls, vont se ramasser des fois en situation d'itinérance. Donc, c'est pas du jour au lendemain. Au début, ça commence, «Ah, est-ce que je peux aller dormir chez toi?» par exemple, Mhm. chez tel ami. Puis avec le temps, mais c'est que ces amis-là, ils ont leur vie, des fois Mhm. aussi, ils peuvent pas se permettre Mhm. Est-ce qu'il d'héberger y a la une histoire personne. comme ça? Oui, ça arrive souvent quand même, là, Mhm. des jeunes de la DPG. Puis des fois aussi, mais ça vient avec d'autres enjeux, ça peut être un peu de trouble d'opposition. Mhm. Ben, enfin, à l'âge adulte, c'est plus vraiment un trouble d'opposition, mais ça Mhm. peut être plus des comportements Mhm. d'opposition. Mais ouais, c'est le genre de pattern qu'on voit. OK.
c'est sûr que ça enlève jamais les différences individuelles de chacun, Mhm. puis qu'il y a pas juste une seule recette à suivre. Mhm. Mais ouais. Est-ce que comme tu pourrais nous raconter, admettons, une histoire d'un, tu sais, d'un jeune qui est sorti de la DPJ, puis qui s'est retrouvé, admettons, dans votre centre, puis tu sais, c'était un petit peu quoi son pattern, ben, pour qu'il se rende jusque-là, admettons. Donc, c'est une femme qui avait, pour faire court, un peu vécu la Mhm. bon, elle a vécu la violence familiale Mhm. dans son adolescence. Elle s'est faite placer, Mhm. par la DPJ, donc dans l'espoir de lui offrir un univers sain. Finalement, à 18 ans, elle a été mise dehors Mhm. de ce système, sans aucun outil. Donc, au début, elle est allée voir les gens qu'elle connaissait, donc Mhm. des amis. Ses amis l'ont essayé de l'aider du mieux qu'ils peuvent, mais souvent c'est des amis du même âge, Mhm. qui vivent encore chez leurs parents ou pour certains, puis d'autres qui n'ont pas non plus les, eux-mêmes les ressources pour s'aider, donc ils ne veulent Mhm. pas aider les autres non plus. Ouais. C'est beau d'aider, mais si toi-même tu es en train de galérer ta Mhm. vie, malheureusement tu ne seras pas vraiment plus efficace pour l'autre. Mhm. Ça dépend, là, mais si on fait bref. Puis, cette jeune femme-là s'est ramassée à fréquenter plusieurs hébergements, Mhm. dont celui où je travaille, Mhm. pour avoir un toit, tout simplement, d'avoir de l'aide Mhm. aussi, de retrouver le contrôle aussi Mhm. de sa vie. Non, je comprends. Puis, en fait, si on essaie de faire un petit peu une mini conclusion, mettons, de tu sais, tout ce qu'on a parlé, tu sais, on a parlé de beaucoup de choses, tu sais, d'itinérance, des femmes qui vivent des violences conjugales, des gens qui sont emmenés de la DPJ, puis qui se retrouvent à vivre des situations difficiles, ou pas où ils se retrouvent dans votre centre et tout. Je pense qu'aujourd'hui, tu es venu ici pour partager ton histoire, partager ton métier, puis ce que tu vis. Puis si, admettons, il y avait un message que tu étais venu aujourd'hui un petit peu transmettre, aujourd'hui, tu as pris le temps de te déplacer puis de venir partager tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre aujourd'hui à travers tout ce que tu as pu nous dire? Oui, ben, tout d'abord, j'aimerais te remercier de m'avoir invitée ici pour Mhm. partager mon expérience, Mhm. puis de donner visibilité au milieu, à Mhm. l'intervention générale. Mhm. Donc, j'aimerais dire que l'intervention, c'est vraiment un beau travail, Mhm. même s'il y a ses défis. J'aime vraiment ce que je fais dans la Mhm. vie. Puis, j'espère que les gens, ils vont pas hésiter aussi à aller chercher de l'aide. Mhm. Donc, je pense que tout humain, à un moment donné dans sa vie, aura besoin d'aide Mhm. et de pas hésiter à aller prendre les ressources nécessaires.